Coucou les amis! L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de François Ier et de toute sa famille, la dynastie des Valois. Dans l'épisode précédent, les rois de France étaient des rois capétiens. Alors comment la couronne est-elle passée des Capétiens aux Valois? Pour répondre à cette question, observons l'arbre généalogique des Capétiens. Partons de Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est le petit-fils de Saint-Louis, que vous connaissez bien maintenant. Il a 3 fils et une fille. Ok. La couronne passe donc à son fils aîné, qui meurt en laissant une fille. Jean Ier ne compte pas car il est mort bébé. La couronne passe ensuite au deuxième fils de Philippe le Bel, qui règne quelques années, puis meurt en laissant 2 filles. Zut! La couronne passe alors au troisième fils de Philippe le Bel, qui règne quelques années, et lui aussi, il meurt en laissant 2 filles. Zut, zut et rezut. C'est là que le roi d'Angleterre arrive, en disant « Mais oui, mais moi, ma mère, c'était la fille de Philippe le Bel, donc je suis le petit-fils du roi de France, et la couronne me revient. » Édouard III, lui, ça ne le dérange pas du tout d'être à la fois roi de France et roi d'Angleterre. Problème, les Français ne supportent pas l'idée d'être gouvernés par le roi d'Angleterre. Alors, ils inventent une nouvelle loi qui s'appelle la loi Salique. Et cette loi, en gros, elle dit qu'il faut enlever toutes les filles de l'arbre généalogique. Et en faisant comme ça, le roi d'Angleterre disparaît de l'arbre généalogique des Capétiens. Et l'héritier de la couronne, c'est le cousin, le comte de Valois, qui va fonder la dynastie des Valois. Les Français ne sont pas tous d'accord. Il y a ceux qui sont pour le roi d'Angleterre et ceux qui sont pour le cousin Valois. Une guerre éclate entre la France et l'Angleterre, et cette guerre, elle va durer sur plusieurs générations. C'est la guerre de 100 ans, qui a duré en réalité 116 ans. Forcément, pendant cette guerre, plusieurs rois se sont succédés. Et 100 ans plus tard, dans le camp des Valois, nous avons Charles VII, et dans le camp des Anglais, nous avons Henri VI. Et une bonne partie de la France, toute la partie que vous voyez en rose sur cette image. Alors que les Anglais sont sur le point de gagner, Jeanne d'Arc vient redonner du courage au roi Charles VII. Elle lui explique qu'elle entend des voix, que c'est Dieu qui lui parle, et apparemment, Dieu souhaiterait que ce soit Charles VII qui gouverne la France. Tout cela redonne beaucoup de courage à Charles VII et à ses troupes. Charles VII gagne donc la guerre de 100 ans, mais Jeanne d'Arc se fait capturer par les Anglais. Les Anglais la traitent de sorcière et ils la font brûler vive sur un bûcher. À partir de Charles VII, les Valois vont se succéder de père en fils. Et en 1515, oui j'ai le droit de dire 1515 au lieu de 1515, vous vous dites comme vous voulez. Et donc en 1515, c'est François Ier qui monte sur le trône. Alors en 1515, le Moyen-Âge est terminé. On est passé à une époque qui s'appelle la Renaissance parce qu'on redécouvre beaucoup de choses, notamment la littérature, l'art et les sciences. Parmi les grandes découvertes de l'époque, on peut citer l'imprimerie, qui a été inventée par Gutenberg en 1453. Cette invention permet de fabriquer des livres en très grande quantité, alors qu'avant, c'était les moines qui recopiaient les livres à la plume et en latin. Grâce à l'imprimerie, les gens commencent à acheter des livres et à se cultiver, et du coup, toutes les autres sciences vont se développer beaucoup plus vite. On se met à construire de grands bateaux qui vont de plus en plus vite, et on part en expédition toujours de plus en plus loin pour découvrir les mers et les océans. En réalité, les gens de l'époque cherchaient un moyen rapide de faire du commerce avec l'Inde, et certaines personnes pensaient que la Terre était ronde, pas toutes, et que peut-être si on traversait l'océan Atlantique, on pouvait arriver en Inde. Et c'est comme ça que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. À force de lire des livres, les gens se mettent à réfléchir et à se poser beaucoup de questions, notamment sur la religion chrétienne. Et une nouvelle religion apparaît, le protestantisme. On en reparlera plus tard. On se pose beaucoup de questions sur l'art aussi.
On s'inspire désormais des œuvres d'art de l'Antiquité. C'est donc dans ce contexte que François Ier arrive sur le trône en 1515. À peine arrivé sur le trône, le jeune François Ier agrandit le domaine royal. Il récupère entre autres le duché de Milan en gagnant la bataille de Marignan en 1515. Charles Quint reprendra ce duché quelques années plus tard, mais globalement, François Ier a considérablement agrandi le domaine royal. Il a récupéré tout ce que vous voyez en vert sur cette image. Le domaine royal de François Ier, c'est donc tout ce qui est bleu et tout ce qui est vert. Ça commence à ressembler à la France actuelle. Durant toute sa vie, François Ier se disputera avec Charles Quint, et toute sa vie, il sera jaloux de lui, parce que c'est Charles Quint le plus fort. Tout ce qui est vert, là, c'est à Charles Quint. Charles Quint, il est à la fois le roi d'Espagne, le roi des Pays-Bas, le roi d'Autriche. Il possède une grande partie de l'Italie, et en plus, il se fait élire empereur du Saint-Empire romain germanique. Et là, François Ier, il est vraiment très fâché, parce qu'il était concurrent lui aussi, ils étaient concurrents tous les deux pour cette élection, et c'est Charles Quint qui a gagné. Charles Quint est le plus fort, mais ce n'est pas le plus rigolo. La seule chose qu'il aime, Charles Quint, c'est aller à la messe. Il adore les messes qui durent des heures et des heures. François Ier, lui, c'est tout le contraire. Il va à la messe rapidement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la chasse, les festins, la fête, la musique, les beaux châteaux et les belles œuvres d'art. Une fois, François Ier a même réussi à tendre un piège à Charles Quint pour l'énerver et le provoquer. Il l'a invité à une fête qui a duré plusieurs jours. Il lui a fait visiter son beau château, il l'a emmené chasser, ils ont mangé, ils ont dansé, ils ont encore mangé, et Charles Quint était très fâché parce qu'il avait besoin de travailler et d'aller à la messe. Pour impressionner Charles Quint, François Ier a fait construire de nombreux châteaux. Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Chambord. Et pour décorer ces châteaux, il a fait venir de grands artistes, les plus grands artistes d'Italie, comme par exemple Léonard de Vinci. François Ier crée aussi la Bibliothèque de France et il se lance dans une collection de livres incroyables. Mais si François Ier aime autant les arts et la fête, c'est en partie une stratégie pour pacifier les nobles du royaume. C'est-à-dire que les nobles ont tellement envie de faire la fête avec le roi qu'ils n'ont plus du tout envie de lui faire la guerre comme à l'époque féodale. François Ier contrôle aussi le clergé, car c'est lui qui nomme les évêques. Avec lui, on n'est plus du tout dans une société féodale. François Ier est le roi de France, et c'est lui qui commande. Et tu leur as dit que le français est devenu la langue officielle du royaume ? Non, je ne savais pas où le placer. Merci. En effet, le français est devenu la langue officielle du royaume en août 1539. Avant cela, tous les textes étaient rédigés en latin. Cette ordonnance est d'ailleurs le plus ancien texte législatif encore en vigueur en France, et c'est une loi de François Ier. François Ier est mort de maladie en 1547, il avait 52 ans. Après François Ier, les Valois se succèdent de père en fils sur le trône de France jusqu'en 1589. Il n'y a plus d'héritier. La couronne passe à Henri IV, premier roi de la dynastie des Bourbons, mais ça, c'est une autre histoire.